Bon, on commence aujourd'hui, lundi, le 3 février 2020, le cours numéro 6 sur les agents bloqueurs et le technologue en électroencéphalographie en EEG. Donc, les agents bloqueurs, les agents anesthésiens, c'est quand même assez important pour le technologue de comprendre comment ça fonctionne et surtout les effets sur le EEG. On peut être appelé à aller aux soins intensifs en salle d'opération, peu plus tard, mais aux soins intensifs, le patient, vous faites un EEG avec le patient endormi parce que, bon, c'est impossible de faire un EEG quand le patient est réveillé. C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe avec les agents bloqueurs. Alors, les agents bloqueurs neuromusculaires ou les cureurs sont utilisés aux soins intensifs et au bloc opératoire chez des patients qui vont évidemment pour une opération, sous anesthésie générale. Puis ces patients-là, ils sont sous respirateur artificiel. Les agents bloqueurs neuromusculaires agissent uniquement au niveau de la jonction neuromusculaire. Ce qui fait que ces médicaments-là, ils ont un effet, seulement un effet sur les muscles striés pourvus d'une plaque motrice, comme les muscles des bras, des jambes, de la parole, les muscles qui ont une plaque motrice. Et ils n'ont pas d'effet sur le muscle cardiaque, sur le cœur, parce que ce n'est pas le même style de muscle, le même type de muscle. Il existe deux types d'agents bloqueurs neuromusculaires, les agents dépolarisants et les non dépolarisants. Les cureurs non dépolarisants ou agents neuromusculaires bloqueurs non dépolarisants. Donc, le mode d'action, on a l'acétylcholine. C'est une substance chimique qui joue un rôle de neuromédiateur ou neurotransmetteur. Ça permet la transmission neuromusculaire au niveau du synapse. L'acétylcholine provoque un changement dans la perméabilité des ions, le sodium, le potassium et le calcium, au niveau de la plaque motrice. Puis le changement de perméabilité va faire qu'on a une contraction musculaire. Puis ensuite, ça va être détruit par l'acétylcholinestérase. Les cureurs, eux, ont une action au niveau des récepteurs postsynaptiques dans les fibres neuromusculaires. Alors, les ions vont passer, mais au niveau des récepteurs dans la synapse, c'est là que les cureurs ont une action. OK? Ils prennent la place de l'acétylcholine sur les récepteurs et empêchant ainsi l'ouverture des canaux ioniques et la dépolarisation. Fait que ça bloque les canaux, les ions, ils ne peuvent pas passer, puis ça ne fait pas de dépolarisation, donc ce qui fait que le muscle est paralysé. L'indication des cureurs non dépolarisants, c'est pour faciliter, c'est quand on fait une opération, okay, c'est au cours d'une chirurgie, ça va faciliter l'intubation trachéale. Quand le patient va pour une opération qui dure assez longtemps, on le met sous respirateur. Pour le mettre sous respirateur, il faut que le médecin place un tube trachéal. Donc, il va placer un tube dans la trachée. Là, il ouvre la bouche du patient, puis il y a des tubes spéciaux. Il va placer ça. Puis, puis après ça, il va le mettre sur respirateur artificiel pour que le patient puisse respirer durant la chirurgie. Hein. Parce que les muscles du diaphragme vont être paralysés parce que c'est des muscles qui sont innervés par un nerf, hein, le nerf phrénique. Puis, c'est des muscles avec une plaque motrice. Donc, ces muscles-là sont paralysés. Alors, il faut que c'est pour ça que le patient va être sous un respirateur artificiel. Bon, j'ai trouvé ici une image, là, en salle d'opération. Alors, le patient, il est endormi, quand il commence à l'endormir. Et puis ici, c'est l'appareil, c'est un petit appareil, là, pour faire notre intubation trachéale. Hein. OK, donc, ils vont mettre ça ici dans la bouche du patient, là. Je vais vous montrer sur une autre photo comment ça fonctionne. Bon, j'ai trouvé ça ici
sur Internet, là, abord respiratoire, intubation trachéale, revue des dispositifs médicaux. Ça va vous donner une petite idée, là, c'est quoi. OK, donc ils ont des canules, l'arme de laryngoscope sont OK, dispositif pour intubation, voilà. Donc, on a différentes grosseurs de canules ici. OK, parce qu'il y a des petites bouches, des grandes bouches, les bébés, les plus grands, les adultes, les enfants. Et puis, vous avez ici un autre type là, qui va rentrer par le nez, hein, nasopharyngé. OK, donc la canule, mise en place de la canule de Guedel. OK, alors c'est mesuré. Le patient va être endormi hein, quand il met ça, hein, parce que sinon, ça serait un petit peu difficile. Et voilà, donc la tubation par la voie orale. Alors, ils vont mettre le laryngoscope. Ensuite, ils vont mettre le tube. Puis là, ça va aller dans la trachée. Et puis, ça ici, ça prend le laryngoscope. Voyez-vous, ça passe. Ils s'arrangent pour pas que ça passe là, dans l'ésophage. Puis, après ça, ils vont brancher le patient sur respirateur. Ici, vous en avez un autre par les voies nasales. Donc, c'est rentré ici par les voies nasales. OK, puis ça va dans la trachée ici. OK. Alors, vous avez ici le laryngoscope. OK, les lames. Donc, c'est ça qui va rentrer, puis ils vont ouvrir ça ici, là. D'accord. On avait d'autres ici, d'autres photos. On a d'autres photos ici. Voilà. Donc, vous avez différents laryngoscopes. Donc, c'est ça qui va rentrer dans la bouche du patient, puis ils vont voir par ici, là. D'accord. La sonde. OK, on va rentrer ça par après. Ils vont rentrer ça ici, le tube, là, dans les poumons, dans la trachée, puis ils vont envoyer l'air par là. C'est à peu près tout ce que je sais là-dessus. Là. J'en ai vu quelques fois. OK. Et puis, à part ça... Bon, ça, c'est toutes sortes de choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Donc, vous avez des sondes pédiatriques ici. OK. Voilà, d'autres sondes. Okay. Donc, c'est tout un document Europharmat. Ici, là, vous pouvez aller toujours voir là-dessus. Là. En gros, c'est ça, les sondes pour les l'intubation trachéale. OK, continue. Donc, alors c'est ça, ils vont endormir le patient. Ça va faciliter l'intubation parce que sinon, c'est presque impossible. Là, les muscles de la bouche, de la gorge, là, tout va se contracter. Ça fait un relâchement nécessaire pour la chirurgie. Puis le niveau du bloc, là, de la force, si on veut, ça va dépendre de l'intervention chirurgicale. Hein. Ça va faciliter la ventilation mécanique parce que le patient va être ventilé mécaniquement, okay, le respirateur. Et puis, ça se décurarise rapidement à la fin de la chirurgie. Donc, à la fin de la chirurgie, on enlève le curare, l'agent, le bloqueur. Là, et puis, ça c'est pas long, le patient se réveille, puis là, ils vont enlever les tubes du respirateur, etc., parce que le patient commence à respirer par lui-même. Souvent, pour ça, les gens qui ont subi une opération puis une anesthésie générale, ils vont se réveiller puis ils ont mal à la gorge. OK? Ils ont la gorge sèche ou bien la gorge irritée, bien, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils rentrent des tuyaux comme ça, là. Puis ça peut irriter, puis ça la sèche aussi. OK. Ensuite, on a les curare dépolarisants. Donc, la succinylcholine. Alors, anectine, ça s'appelle de l'anectine. Ça limite les effets de l'acétylcholine sur les récepteurs et entraîne la dépolarisation de la membrane postsynaptique. Ce qui se passe là naturellement quand l'acétylcholine est relâchée. C'est pourquoi on observe non systématiquement, mais majoritairement, des contractions musculaires sous forme de fasciculation généralisée après l'injection de succinylcholine. De plus, une désensibilisation des récepteurs de l'acétylcholine est induite, prolongeant ainsi la durée de la paralysie. La succinylcholine, donc l'anectine, a l'avantage d'agir très rapidement, okay, comme 30 à 60 secondes, puis d'être dégradée relativement vite aussi. Là. Sa durée d'action est estimée à de 6 à 12 minutes en fonction de la dose administrée au patient.
Des agents bloqueurs, on a quelques noms ici. Ceux qui sont appelés à aller à la salle d'opération ou bien des patients qui, par exemple, les bébés, là, on avait déjà vu le pavulon, hein, le pancurium, là, ça va être donné au bébé pour relaxant musculaire. On en a quelques-uns ici, là. D'accord? Il y en a d'autres ici. Vous avez les agents bloqueurs, les cureurs non dépolarisants, stéroïdiens, le rocuronium, puis le vicuronium, puis les non dépolarisants non stéroïdiens. Okay, vous en avez deux sortes ici. Je n'ai pas besoin d'apprendre les noms par cœur. Mais vous en avez ici. C'est bon de quand même de garder un fichier ou si jamais vous faites de la salle d'opération, ben vous avez des noms ici. Okay, les agents bloqueurs neuromusculaires, leur avantage, ils n'ont aucun effet sur le EEG. Les avantages d'une curarisation sont directement liés aux propriétés paralysantes. Donc, c'est un agent paralysant. Okay? Le patient est paralysé. Le relâchement musculaire total présente de nombreux intérêts, dont l'élimination des artefacts musculaires. Si on fait un EEG d'inactivité électrocérébrale, une mort cérébrale, il y a beaucoup d'activités musculaires. Des fois, le patient, pour une raison quelconque, là, les muscles sont super tendus avant que le relâchement. Alors, ça va détendre les muscles. Ça va faciliter les procédures d'intubation, un meilleur confort chirurgical selon les procédures. Hein? Le patient il est plus détendu. Donc, tout dépendant de la position du patient, vous ne voulez pas qu'il se réveille avec des super courbatures. Puis, meilleure tolérance et adaptation à la ventilation artificielle, donc quand il est sur le respirateur. En conséquence, on retrouvera l'utilisation de curare dans des situations majoritairement chirurgicales ou dans des contextes de réanimation. Leur mise en œuvre est soumise aux restrictions concernant la pratique de l'anesthésie, donc c'est un anesthésiste qui fait ça, et par exception de nécessité à la médecine d'urgence. Okay? Ce sont des agents qui doivent être utilisés par des spécialistes. Donc, comme on vient de voir, l'anesthésiste, il connaît tous les effets et puis les médicaments, et puis une certaine pratique là, à la médecine d'urgence. Ici, j'ai trouvé dans nos notes de Crespel, c'était une question d'examen l'année passée, une question de quiz. Bon, ici, on a un exemple de tracé avec l'activité musculaire. Okay, alors, c'est un enregistrement en réanimation au lit du patient pour un diagnostic de mort cérébrale, de mort encéphalique cérébrale. Le tracé comporte sur cet extrait un montage avec de longues distances sur 2 voies uniquement. Donc, une mort cérébrale, hein, on fait toujours, vous pouvez demander à vos précepteurs, là, mais dans le protocole de mort cérébrale, les dérivations, ils sont doubles. Habituellement, là, on va avoir des dérivations doubles. On va agrandir les distances pour être sûr de tout enregistrer les potentiels, les plus petits soient-ils. Alors, vous avez ici, à gauche, la figure 18A, c'est de l'activité musculaire, donc on ne peut pas lire. Okay? C'est de l'activité musculaire. Et puis, dans la figure de droite, après curare, donc on a fait une injection curare. Le tracé, il n'y a pas d'activité cérébrale, okay? Donc les activités, pas cérébrales, les activités musculaires, les muscles striés, les muscles qui ont des plaques motrices. Hein? Et puis, mais le cœur fonctionne parce que le cœur, c'est un type de tissu musculaire différent. D'accord? Oups, on change, OK? Puis voici, ici, on a un meilleur exemple. C'est le même exemple, mais le tracé est un peu plus gros. Okay, donc, artefact musculaire qui rend la lecture impossible à droite suite à une injection de curare ou une injection, ça ne prend pas de S, on va effacer ça tantôt. Seuls les CG persistent. D'accord? On va ici. Activité, une injection, il n'y a plus rien. Le cœur est ici, fonctionne encore avec nos petits artefacts musculaires. Pas musculaires, mais cardiaques. Okay. Les inconvénients des agents bloqueurs. Compte tenu de l'apnée induite par les curares,
Leur administration n'est possible que dans un contexte et un environnement adapté. Donc, un contexte adapté et un environnement adapté. Il faut que ce soit fait par... Il faut avoir l'anesthésiste, il faut avoir une infirmière spécialisée en anesthésie. Et puis, bien sûr, on va avoir aussi des technologues en thérapie respiratoire. Donc, en l'occurrence, le contrôle des voies aériennes doit être assuré et le matériel de réanimation immédiatement disponible. Le patient doit être facilement ventilable, donc tout doit être là pour s'il arrive un problème, qu'on puisse faire la ventilation proprement. Là. Le matériel d'intubation doit être immédiatement disponible, puis le matériel de contrôle des voies aériennes doit être sécurisé et fixé avec efficacité. Encore là, parce que si l'agent bloqueur neuromusculaire est injecté, le patient est paralysé, il peut arrêter de respirer. Donc ici, on a un exemple d'un tracé là, Electrocerebral Silence Recording, et puis avec élimination des artefacts de EMG. Okay, donc, ça c'est américain. Là. Alors, mort cérébrale, patient, un jeune homme de 23 ans, et puis avec beaucoup d'activité musculaire. Puis ici, following 20 mg of antracurium, bacillate, un type de neurotransmetteur, bloqueur des neurotransmetteurs. Voilà. OK. L'anesthésie générale. Donc, les agents anesthésiques agissent de manière globale sur le cerveau en diminuant son métabolisme. Cet hypométabolisme, donc le métabolisme qui est plus bas, là, qui est abaissé, va provoquer des modifications électrophysiologiques qui permettent de relier la variation de paramètres EEG à l'effet des agents sur l'activité neuronale. Donc, les agents anesthésiques, ils vont diminuer le métabolisme du cerveau. En diminuant le métabolisme du cerveau, ça va ralentir. Ça va provoquer des effets sur l'activité électrique, l'activité neuronale. Donc, nos ondes vont changer. Au cours de l'anesthésie, il y a 4 phases de profondeur. OK? Phase 1, 2, 3, 4. On commence une petite analgésie. Ensuite, le patient va tomber en sommeil très profond, puis en phase d'anesthésie. Le stade initial, qui est l'analgésie. Pendant ce stade, initialement une phase d'excitation caractérisée par une désynchronisation, probablement par la perte de fonction inhibitrice synaptique, et apparition d'activité bêta en région antérieure qui va se disperser par la suite avec une diminution de l'amplitude alpha. Donc, au début, on a apparition de bêta, puis on a l'activité alpha qui va diminuer en amplitude. Quand je travaillais à Chio, puis dans un autre hôpital aussi avant, je faisais de la salle d'opération, il fallait vérifier quel médicament, quel agent anesthésien qui était donné aux patients. Puis il y avait aussi ce qu'ils appelait le cocktail. Là, il y avait comme plusieurs agents là, qui étaient donnés ensemble. Et puis il fallait les noter parce que certains agents, quand on faisait nos potentiels évoqués, comme un agent, je pense que c'est le fluorane, ça fait longtemps, là, ça fait comme 16 ans que je n'ai pas fait, ça diminuait l'amplitude des ondes. Alors, il fallait que l'anesthésiste trouve une façon de balancer ces agents anesthésiens sans produire trop de changements au niveau de l'amplitude des ondes. Hein. Alors, ceux qui vont faire de la salle d'opération, éventuellement, bien, vous allez avoir tous des cours là-dessus et puis les renseignements nécessaires. D'accord? Ensuite, le deuxième stade, phase d'excitation ou délire, l'EEG va montrer des activités paroxystiques. Okay, donc, des zones paroxystiques, là, ça apparaît, ça disparaît. Et puis, au troisième stade, phase de la paralysie respiratoire. Donc, le patient arrête de respirer. L'EEG, il va ralentir, discontinuer les amplitudes très amples, delta et theta. C'est surtout du delta.
On va avoir un peu de θ au début, mais surtout du delta là, de grande amplitude. Puis au stade plus profond, les G montrent des bouffées de suppression avec des périodes de plus en plus longues du silence isoélectrique. Okay? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. D'accord? OK, on va continuer. On achève ici. Là. Certains agents anesthésiants, comme l'allotène et l'isoflurane, peuvent entraîner une diminution des activités épileptiformes chez certains patients épileptiques. Donc, l'allotane et l'isoflurane, ça peut entraîner une diminution là, des pointes épileptiques. Mais l'enflurane peut induire des activités épileptiques, des activités d'apparence paroxystique, mais épileptiques. Le choix des agents anesthésiants repose sur l'anesthésiste, le médecin anesthésiste. Cependant, pour un technologue qui est appelé à enregistrer l'EEG d'un patient anesthésié, il est important de connaître les effets électrographiques possibles de ces agents. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Oups. L'anesthésie générale, donc les benzodiazépines, base de la sédation en réanimation, se contentent de générer la plupart du temps des fréquences rapides. Benzodiazépine bêta. Le ralentissement n'est observé qu'à de très fortes doses, très forte posologie, et de façon inconstante, avec une très grande variabilité. Ça dépend d'un individu à l'autre. Okay? D'un individu à l'autre, ça peut changer. Enfin, contrairement aux autres agents hypnotiques, le protoxyde d'azote et la kétamine n'entraînent pas de ralentissement de l'électrogénèse. On observe même une augmentation des ondes rapides bêta. C'est celui-là ici, le protoxyde d'azote, le nitrous oxide. Je me souvenais du nom en anglais. Si le médecin, la quantité, disons, qui était plus que 50%, on perdait beaucoup d'amplitude de nos ondes en salle d'opération. OK? Et puis les médicaments anesthésiques, on a une liste ici. Alors, vous les avez ici avec, on a deux petits tableaux avec les effets ici sur le EEG. OK? Agent halogène d'inhalation. Vous les avez ici, là, allotène, influrane, isoflurane. Okay? Peut supprimer les activités épileptiques, peut induire des activités, peut supprimer les activités épileptiques. On a vu tantôt. Ensuite, les narcotiques ici. Morphine, démérol, dilodil, fentanyl. C'est pas d'action sur le EEG. Et puis les agents inducteurs non barbituriques, étomidate, propofol, kétamine, il n'y a pas vraiment d'effet sur l'électroencéphalogramme. Okay. Ici, développement de suppression avec le thiopental. Alors, on a ici, là, en haut de la page, vous avez au début, quand le tracé de départ, okay, ils ont fait l'injection. Ensuite, un peu plus loin ici, 30 secondes plus tard, on voit que ça ralentit, il y a du delta. Hein. Puis là, après ça, on a vraiment des bouffées de suppression avec des longues périodes d'inactivité. Et ça continue ici avec de très, très, très longues périodes d'inactivité. Okay. On a un autre tracé ici. Un patient qui a reçu de l'étreine. Okay. Donc, il en a reçu ici. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêta. Okay. Puis ici, il reste encore énormément de bêta ici. Et puis, on en a un autre ici. Les changements EEG avec l'anesthésie, avec du thiopental. Donc, notre patient ici est éveillé. Ça, c'est un beau tracé ici. Notre patient est éveillé. Petit mouvement oculaire, il doit être un petit peu nerveux. Hein? OK, avant de mettre d'injecter. Ensuite, on prend son thiopental, qu'on voit qu'il change le tracé. Là. OK? On commence à avoir du θ. On a des grandes zones delta. Regardez, ça vient du delta, 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 delta. OK. Et puis, ici, il est en année. Oups! On va le remettre. Voyons.
Mon Dieu, j'ai perdu mon chose ici, là. OK, voilà. Ici, on voit ici que le patient ici est en phase d'anesthésie. D'accord? Lui, il reste quand même de l'activité ici. Bon, rapidement, on va regarder notre plan de cours ici. Alors, pour les examens, là. Le travail de recherche, ça va être à la semaine 7. Il faut le remettre. Vous avez ici, on a vu les modules. D'accord, module 4, module 5. Il n'y a pas de date pour les examens ici. Alors, moi, je voulais faire l'examen des médicaments. On va faire ça à la semaine 6. Ça ne sera pas sur tous les médicaments, là. Je vais vous envoyer les informations. L'examen, vous avez droit à vos notes de cours parce qu'on ne peut pas tout se souvenir de tout. Et puis, donc, je vais vous placer ça. Je vais vous envoyer ça cette semaine. Probablement demain, ça va être là. Et puis, c'est ça, vous avez droit à vos notes de cours. Donc, ça sera pour la semaine prochaine et pour la semaine 6. Je vous envoie les informations. Donc, vous regarderez dans les nouvelles sur sur le site. Alors, on se voit plus tard et à bientôt. Bonne semaine.